Rapport de l'AIEA, c'est la première fois que l'Agence internationale de l'énergie atomique le dit aussi clairement. Téhéran poursuit donc son programme nucléaire à visée militaire, ce qui n'a pas manqué évidemment de faire réagir depuis 8 jours maintenant les Israéliens. Certains au sommet de l'État israélien envisagent même aujourd'hui une intervention militaire contre Téhéran. Alors les Israéliens peuvent-ils mettre leurs menaces à exécution? Que peut faire de plus la communauté internationale qui a déjà sanctionné Téhéran? La région est-elle menacée de guerre? Je vous présente nos invités ce soir. Bernard Valero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Ahmad Salamatian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, analyste, spécialiste de l'Iran et du Proche-Orient, ancien secrétaire d'État iranien aux Affaires étrangères. C'était au début de la révolution iranienne en 1979 et vous êtes également l'auteur de La Révolte verte et c'est aux éditions de La Villa. Ofer Bronstein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes israélien, vous êtes le président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient. Et avec nous ce soir, Pascal Boniface, merci d'être là. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et vous êtes également l'auteur des Intellectuels faussaires. Et c'est, on voit le livre donc là à l'image, aux éditions Vasgovitch. Yatsovic, pardonnez-moi. Avant de commencer ce débat, que contient donc ce rapport de l'AIEA qui a été publié hier soir? Que dit-il de plus par rapport au précédent rapport? Tout de suite, les précisions avec Ludovic Defoucauld. L'Agence internationale de l'énergie atomique charge l'Iran. À Vienne, les experts de l'AIEA enquêtent depuis 8 ans sur le programme nucléaire iranien et c'est la première fois que l'agence dévoile autant d'éléments qui confirment les soupçons occidentaux. Dans un rapport dont la presse a pu lire des extraits, l'AIEA évoque une possible dimension militaire du programme nucléaire de Téhéran. D'après ce texte, des documents suggèrent que l'Iran travaillait sur un projet dont le but était d'utiliser une source d'uranium dans un programme d'enrichissement tenu secret, et ce, afin de produire du combustible pour une bombe. Pour l'AIEA, il ne fait aucun doute que l'Iran a mené des activités visant à développer un dispositif explosif nucléaire. Des preuves montrent même que l'Iran a reçu des plans de fabrication pour cet explosif nucléaire. Des plans qui proviendraient d'un réseau nucléaire clandestin. Le rapport fait donc écho aux informations de certains journalistes qui affirmaient qu'un savant russe et des experts pakistanais auraient prêté main forte à Téhéran. Conclusion, pour l'agence, les activités iraniennes relevées dans le rapport ne peuvent s'expliquer que si l'intention du pays est de mettre au point la bombe nucléaire. Ofer Bronstein, est-ce que les Israéliens vont attaquer les installations iraniennes ou est-ce que c'est un coup de bluff des Israéliens qui ont menacé ces derniers jours d'attaquer l'Iran? Les Israéliens peuvent attaquer l'Iran, mais je pense qu'à ce stade, c'est un coup de bluff, c'est faire monter la pression. Israël attaquer l'Iran toute seule ne le peut pas, à mon avis ne le fera pas. Et ce que je déplore, c'est que, en fait, la menace, et je peux comprendre le sentiment israélien, un pays qui nie l'Holocauste, un pays qui menace de détruire un pays voisin, a de bonnes raisons de se sentir menacé, c'est le cas d'Israël. Mais les pays vraiment menacés par une bombe atomique iranienne, c'est les pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite. Donc je pense que l'Iran fait une diversion en attaquant Israël, en menaçant Israël, en parlant de la Shoah, mais en fait leur objectif c'est le grand croissant chiite qui irait des pays du Golfe et jusqu'au Liban. Ils y arrivent apparemment déjà en Irak. La menace, c'est une menace arabe. Moi, j'aurais voulu, pas seulement que la communauté internationale intensifie ses pressions contre l'Iran, mais surtout les pays arabes, qui sont, eux, les véritables menacés d'une arme nucléaire iranienne, qu'eux montent au créneau, qu'eux disent qu'ils sont insatisfaits, et que la communauté internationale, bien entendu, intensifie les pressions contre l'Iran. Mais, à l'arrivée, je crains qu'il va falloir qu'on accepte une Iran avec une bombe nucléaire. La question qui va se poser dans le futur, c'est quel genre de relation on veut avoir avec le régime iranien qui sera apparemment, comme on le voit aujourd'hui, doté prochainement d'une arme nucléaire. Et on va en parler tout à l'heure. Bernard Valero, une intervention militaire contre Téhéran, est-ce que c'est aujourd'hui une possibilité? Est-ce que vous en avez par exemple discuté avec les Israéliens? On sait qu'il y a eu un débat très intense en Israël ces derniers jours, au sommet de l'État, je pense à Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Ehud Barak, et même le président israélien, qu'on dit un peu plus modéré,
Shimon Peres ont fait en tout cas des annonces en disant que, voilà, que l'Iran pourrait être attaqué par Israël. Est-ce que vous en avez discuté avec les Israéliens et quelle est leur position ce soir? Parce qu'on ne les entend pas grandement. Le débat est en cours visiblement en Israël, de ce que l'on peut voir. Il s'est accéléré au cours des derniers jours à la veille de la publication de ce rapport de l'AIEA sur lequel on pourra revenir parce que c'est un rapport lourd. Ce qui se passe en ce qui nous concerne, les choix que nous avons pour l'avenir, nous avons trois options. La première, c'est la reprise d'un véritable dialogue sérieux avec l'Iran. Ça, on en reparlera. On peut avoir quelques interrogations. En tout cas, on va continuer à essayer d'y travailler. La deuxième voie, c'est les sanctions. La troisième option possible, c'est le recours à la force, quel qu'il soit. Et c'est précisément cette troisième option que nous voulons à tout prix éviter. Donc finalement, mais elle est envisageable aujourd'hui? Elle est très sérieusement. Par exemple, dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui, on a appris par exemple que les Américains, alors est-ce une info ou une intox, que les Américains auraient envoyé en voie sarco-opposée à tout raid israélien contre l'Iran, que les Américains auraient livré des bombes à Israël justement pour attaquer éventuellement l'Iran et notamment les installations souterraines. Ce serait vraiment le recours à la force. C'est véritablement la situation dans laquelle nous ne voulons pas nous retrouver. Nous avons le choix entre une bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran. Donc nous voulons ni l'un ni l'autre, bien entendu. Et donc nous essayons de trouver l'équilibre et la voie de passage entre ces deux options qui auraient, dans un cas comme dans l'autre, des conséquences absolument incalculables et qui seraient terribles pour la sécurité des pays de la région, des peuples de la région, qu'ils soient israéliens ou effectivement des pays arabes du Golfe, l'Arabie Saoudite, etc. Et qui auraient des conséquences absolument incalculables. Donc pour la stabilité aujourd'hui de la région. Vous prenez une reprise des négociations ou vous prenez un retour au Conseil de sécurité de l'ONU pour un nouveau train de sanctions? Reprise des négociations, nous attendons depuis très longtemps, et le dernier épisode en date, c'est une lettre de Mme Ashton aux autorités iraniennes en date du 21 octobre, pour être très précis, 21 octobre. Mme Ashton, au nom des Européens, a dit aux Iraniens, nous sommes prêts à reprendre les négociations avec vous, à condition naturellement que vous ne meniez pas en bateau comme vous le faites depuis très longtemps, et qu'on discute véritablement, sérieusement et de manière responsable sur votre programme au sujet duquel on a des doutes. L'autre option qui elle aussi est prise en considération et sur laquelle nous sommes tout à fait prêts à nous engager, c'est d'abord au Conseil des gouverneurs de l'AIEA la semaine prochaine à Vienne et ensuite au Conseil de sécurité. Eh bien, ça va être véritablement de travailler sur les sanctions parce qu'il y a beaucoup de dérobades jusqu'à présent et ils n'ont pas l'air de vouloir changer d'attitude des Iraniens dans ce dossier. Et d'autre part, et ça je voudrais qu'on insiste beaucoup là-dessus, d'autre part, il y a toutes ces inquiétudes, ces interrogations, ces craintes qui sont soulevées par ce rapport totalement accablant de l'AIEA. On va en reparler évidemment de ce rapport, ce que dit aujourd'hui de ce rapport. Alors Bernard Balayro parlait peut-être d'un nouveau train de sanctions. Faut-il encore, on en reparlera peut-être aussi, que la Chine et que la Russie donnent leur feu vert. Et apparemment, ils n'ont pas l'air en tout cas d'en prendre le chemin. Ahmad Salamatian, justement sur les trains de sanctions, si on envisage de nouvelles sanctions contre l'Iran, la question qu'on peut déjà se poser, est-ce que les premières sanctions, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 séries déjà de sanctions contre Téhéran, est-ce qu'elles ont eu un impact, ces sanctions? Vous savez, les sanctions peuvent être divisées en deux catégories. Les sanctions qui visent le pays, donc visent la population, c'est tout à fait contre-productif. Parce qu'en Iran, il y a des extrémistes qui cherchent à utiliser la crise nucléaire pour ressouder d'une certaine manière une unité nationale. Et quand l'objectif de sanction, ça devient par exemple l'aviation civile ou les problèmes financiers pour les gens, la simple population, c'est normal que cette population va se trouver derrière l'autorité et dans cette compétition, c'est les plus extrémistes qui seront gagnants. D'ailleurs, je crois que s'il y a le moindre risque de militarisation de ce problème, ce sont les vainqueurs vont être les plus extrémistes d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas le problème de dénucléarisation ou la non-prolifération qui va être le vainqueur d'une crise militaire. Ça, il faut le voir. Alors, donc, il y a une deuxième série de sanctions qui sont les sanctions sélectives. On peut dire les sanctions intelligentes. Ça, c'est les sanctions qui visent telle ou telle personne, tel ou tel décideur, tel ou tel projet, telle ou telle vente, par exemple, de produits sensibles militaires. Malheureusement, jusqu'à maintenant, dans l'ensemble de l'histoire de l'embargo, on a difficilement réussi à distinguer ces deux genres de sanctions. On a mélangé tout et le résultat, c'est que jusqu'à maintenant, les grandes sanctions comme ça n'ont pas donné de résultats. Si l'objectif, c'est d'amener l'adversaire à une table de négociation, il faut que les sanctions soient
claires qui font la pression sur les décideurs et non pas sur la société. On n'a pas encore trouvé la formule pour voir quelles seront les sanctions intelligentes qui auront des faits sur tel ou tel responsable iranien. Mais il y a une chose dont je suis sûr, le langage qu'on a tenu jusqu'à maintenant, carotte et bâton, c'est un langage qui est destiné aux ânes et non pas aux responsables politiques. Il faut abandonner ça. Si on veut négocier, il faut trouver de mettre sur la table, d'un côté ou de l'autre, des objets qui sont discutables et qui peuvent encourager pour abandonner ce risque de danser le danse de l'épée au bord de précipice qui est le programme nucléaire iranien et la réaction qui se fait contre ça. Pascal Boniface, quel est votre point de vue? On va de rapport en rapport. Alors c'est peut-être la première fois qu'un rapport est aussi accablant. D'ailleurs, depuis qu'il y a ce japonais donc, qui est la tête de l'AIEA, en tout cas c'est ce que disent les experts, c'était un peu moins vrai du temps de El Baradei. Mais est-ce qu'on va retourner dans un cycle où la communauté internationale s'indigne, on va retourner au Conseil de sécurité, il va y avoir un nouveau train de sanctions, et au final, eh bien, l'Iran va avoir la bombe atomique? D'une part, je ne suis pas sûr que M. El Baradei dissimulait les choses. Simplement, les enquêtes prennent du temps et il y a plus d'informations. Mais là, effectivement, on n'est plus dans les accusations de service ou de propagande. L'AIEA est un organisme indiscutable, qui est multilatéral, qui est sérieux. Et donc, ce rapport est à la fois éclairant et effondrant. Et effectivement, l'Iran se dirige vers le nucléarité militaire. La décision n'est pas prise, mais il a les moyens de le faire. Donc, c'est un défi. L'Iran nucléaire, c'est une bonne nouvelle pour personne. C'est pas une bonne nouvelle pour les pays arabes, c'est effectivement les pays arabes du Golfe sont les premiers menacés, parce qu'eux n'ont pas la dissuasion, contrairement à Israël, pour se protéger. C'est pas une bonne nouvelle pour les pays occidentaux, c'est pas une bonne nouvelle pour Israël, parce qu'il y a cette menace existentielle. Mais est-ce que le nucléaire, c'est un vrai danger? Est-ce que c'est pas finalement, est-ce que c'est un danger réel? Est-ce que c'est pas plutôt une arme de dissuasion? Ofer Bronstein a soulevé un lièvre important. C'est-à-dire que, est-ce que si l'Iran a l'arme nucléaire, est-ce qu'il s'en servirait? Non, voilà. Il voudrait se sanctuariser parce qu'il n'a pas envie d'être détruit lui-même. Mais c'est la non-prolifération qui serait en cause, parce que pour la première fois, un pays signataire du traité de non-prolifération le violerait et ça pourrait être une porte ouverte à d'autres proliférations. Et donc cela veut dire que, y compris pour la Russie et pour la Chine, eh bien un Iran nucléaire n'est pas une bonne nouvelle. Donc l'intérêt national russe et chinois n'est pas de laisser faire. Simplement, il faut reprendre le dialogue et les Occidentaux ont, dans le passé, commis deux types d'erreurs. Décréter des sanctions entre eux, mais les sanctions occidentales, ça ne marche plus. Parce que le monde occidental n'a plus le monopole de la puissance, peut plus donner le ton, le là. Donc il faut associer les Russes et les Chinois. Et dès le départ, pas leur dire, on s'est concerté entre nous, voilà, vous signez en bas à droite et tout se passera bien. S'il devait y avoir des sanctions, elles ne pourront fonctionner que si elles sont collectives. Que si les Russes et les Chinois sont dans le bateau avec nous. Le problème, c'est que avec l'affaire libyenne, on a des petites difficultés à trouver un accord avec les Russes et les Chinois, puisqu'on leur a dit on va faire la responsabilité de protéger, on va juste empêcher Kadhafi de massacrer sa population, mais on ne fera rien d'autre. Et puis, on a participé à une guerre civile. Donc, les Russes et les Chinois sont un peu méfiants à l'égard des Occidentaux, et ça pose un petit problème. Mais effectivement, alors par contre, la solution militaire, outre qu'il n'y a pas d'urgence, parce que l'AIEA ne dit pas que l'Iran est à 1 an d'armes nucléaires. On a encore alors justement, combien de temps? Ils disent 3 ans, 2015 à peu près. 3 ans, plus ça va arriver vite 3 quand ans. Même, Il y a encore quand même, on n'est pas à minuit moins une. Il y a encore du temps pour explorer les autres voies, parce qu'une solution militaire, même unilatérale, d'Israël, est-ce qu'Israël a les moyens Israël finalement a frappé la Syrie aussi, on s'en souvient, mais en la Syrie 2006, est voisine. Et même l'Irak aussi. Et l'Irak en 81. En 81, l'Irak, c'était des positions qui étaient à l'air libre. La Syrie, c'est voisine. Pour aller, est-ce que l'aviation israélienne peut aller en Iran sans ravitaillement et sans l'aide américaine? Ce n'est pas sûr. En tous les cas, des frappes sur l'Iran seraient un cadeau pour le régime iranien parce qu'il se renforcerait. Et puis, ça plongerait toute la région dans un chaos pas possible dont je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin et dont je ne suis pas sûr que l'économie mondiale ait besoin actuellement. Donc, il n'y a peut-être pas d'urgence à bombarder dans la semaine qui vient l'Iran pour éviter la prolifération. Bernard Valero, Pascal Boniface nous dire les sanctions, ça ne marche pas. Non, si elles sont seulement occidentales. Si la Chine et la Russie ne se joignent pas aux Occidentaux, comment vous allez faire pour les convaincre? C'est vrai que depuis l'affaire libyenne, c'est quand même un peu compliqué. Ils ne voulaient pas aller aussi loin. Les Russes et les Chinois, ils sont sentis, entre guillemets, un peu trahis d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les convaincre sur la Syrie. Est-ce que vous allez arriver à les convaincre sur l'Iran? Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec Pascal Boniface sur cette approche. Cela étant, il faut quand même rappeler qu'il y a déjà eu des sanctions qui ont été prises contre l'Iran. Et elles ont été prises à 2 niveaux.
Premier niveau, et en particulier la résolution 1929 du Conseil de sécurité qui avait été adoptée par le Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il y avait les Russes, il y avait les Chinois qui ne s'étaient pas opposés. Donc il y a déjà un train de sanctions qui ne sont pas des sanctions occidentales, qui sont des sanctions de la communauté internationale. Pas efficace. Pas efficace, ça veut dire que c'est possible d'avoir les Chinois et les Russes avec nous. Exactement, c'est possible. Et puis sur l'efficacité, on peut en discuter parce qu'on observe quand même qu'à chaque fois qu'on a un contact direct ou indirect avec les Iraniens, la première chose qu'ils disent, c'est on veut la levée des sanctions. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un effet. Et puis le deuxième niveau de sanctions, effectivement, là c'était des sanctions au niveau européen, qui était une déclinaison des sanctions prises par le Conseil de sécurité et que l'on a évidemment renforcées. Et là, naturellement, ce que nous souhaitons faire, c'est de revenir au Conseil de sécurité sur la base du travail qui aura été fait par l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis de travailler, de convaincre, de renforcer, de durcir ces sanctions. On ne s'interdit rien, mais il est évident que là, peut-être, il va falloir travailler davantage avec les Chinois et les Russes. Mais cela étant, nous avons tous ensemble un intérêt objectif commun, indépendamment effectivement des rancœurs qu'a pu provoquer l'affaire libyenne, c'est que derrière tout ça et au centre de tout ça, il y a la stabilité de la sécurité internationale et en particulier le respect du traité de non-prolifération auquel les Russes, les Chinois et les autres sont terriblement attachés parce qu'il y va de notre sécurité collective. Il est clair que l'exemple que donne M. Valero est net, c'est qu'il n'est pas impossible d'avoir un accord des Russes et des Chinois. Certains disent ne passons pas devant le Conseil de sécurité parce que les Russes et les Chinois protégeront toujours l'Iran. Non, par 2 fois, ils ont déjà voté des sanctions et accompagné. Et leur intérêt national, tout simplement. L'intérêt national russe et l'international chinois est certainement pas d'avoir un Iran nucléaire ou d'avoir un autre État parce que la prolifération pourrait être relancée. Et eux, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité et en tant que pays nucléaire, ils n'en ont absolument pas envie. Donc l'urgence, c'est d'avoir effectivement un accord avec eux pour dépasser les querelles immédiates. Un accord avec eux parce que sinon on sera en difficulté. Donc c'est vraiment là l'important, outre un dialogue avec l'Iran, mais qui malheureusement pour le moment n'a pas donné de résultat, il faut bien le dire. Ce qui m'interpelle, c'est l'étonnement qu'on a tous de découvrir aujourd'hui ce rapport qui nous dit que l'Iran est en train de préparer la bombe atomique. On le sait depuis plusieurs années. Et on sait aussi que l'Iran l'a fait, continuera à le faire, c'est rouler dans la farine tout le monde. Et raconter des histoires, reprenons les négociations, soyons sereins, on menace personne, et en même temps menacer. L'Iran d'hier et d'avant-hier, c'est une Iran qui menace. Si vous faites quelque chose, c'est dans les rues de Tel Aviv qu'on va se retrouver. Si vous faites quelque chose, c'est dans les capitales européennes et américaines qu'on va se retrouver. Donc il y a des menaces claires de la part des Iraniens. La méthode qu'on a employée jusqu'à maintenant a échoué. Maintenant, moi je suis persuadé que les Chinois et les Russes ne vont pas se joindre à la volonté occidentale, européenne et américaine pour augmenter la pression sur l'Iran. Mais c'est votre travail, M. Valero, je vous souhaite beaucoup de succès. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les pays arabes, moi j'aimerais parler des pays arabes, et du fait que c'est à eux aujourd'hui de monter au créneau. Mais elle a un peu du mal, la Ligue arabe, un peu sur de nombreux sujets à monter au créneau. On va en parler, mais on va en parler justement dans un instant. On fait une pause, on se retrouve pour la deuxième partie du débat consacré donc ce soir à l'Iran qui cherche à se doter de l'arme atomique. On en parle avec nos invités, à tout de suite.